Nous sommes gâtés aujourd'hui sur le culturel 2.0, un ami qui est, bon, est encore en Europe parce qu'il prend l'avion demain pour venir nous rejoindre avec un trio qu'on attend avec impatience à la salle Broadway lundi, 19h30. Et Jean-Vienne Terrasse, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Winston. Ça fait plaisir de vous revoir et ça fait très plaisir de savoir que ça y est, je prends l'avion pour le Canada demain matin, donc je suis très impatient. Alors, c'est un trio qu'on attend avec beaucoup d'impatience parce que la renommée du trio pop est comme, c'est quelque chose. Hein. Melnikov, Faust et Terrasse, c'est bon, à la fois piano, c'est également violon et violoncelle. Donc, vous allez en trio jouer les trios? Eh bien oui, nous allons vraiment faire des concerts en trio. Mais c'est une question, j'aime ta question parce qu'elle pourrait paraître évidemment superflue, mais en fait, c'est vrai qu'il nous est arrivé récemment encore de faire une tournée où il y avait aussi des duos à l'intérieur et différentes combinations. Et voilà. Mais là, vraiment, la série de concerts qu'on va faire maintenant en Amérique du Nord, surtout au Canada, eh bien, ça va être du trio de la première à la dernière note. Jean-Guillaume, dis-nous donc quelques mots sur tes deux amis chandristes. Alors, je commencerai par Isabelle Faust, parce qu'Isabelle, on se connaît depuis vraiment très longtemps. On s'est rencontrés dans un festival à Lyon qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait les Musicades. Et j'avais 23 ans, elle en avait 17. Et déjà à l'époque, avec ses 17 ans, euh, Isabelle était déjà merveilleuse, mais surtout, j'ai envie de dire, elle avait déjà cette identité, cette fragilité, cette profondeur qui la caractérise et qui fait que on vit des sensations avec elle que vraiment, enfin que pour ma part en tout cas, je ne vis que quand je l'entends jouer et quand j'ai la chance de jouer avec elle. Donc on se connaît depuis très longtemps et on est vraiment souvent tous les deux, on se dit, on est vraiment comme des frères et sœurs parce que d'une part parce qu'on se connaît depuis longtemps, mais surtout parce que musicalement aussi, il n'y a personne dans le monde des cordes avec qui il y a une telle osmose dans nos modes de jeu, dans notre manière d'aborder la musique. C'est-à-dire très souvent, les gens qui nous voient jouer en concert ensemble, quand on joue le double concerto de Brahms, ou quand on joue en trio, ou dans d'autres formations de musique de chambre, disent on a vraiment l'impression de voir un frère et une sœur dans l'utilisation de l'archet, longueur d'archet, le vibrato ou pas. Et tout se fait avec un naturel et ça a été très tôt comme ça. Donc il y a vraiment comme presque une communion génétique dans nos jeux musicaux. Et puis en plus, c'est quelqu'un que j'admire profondément comme personne. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais absolument commencer par Isabelle. Et alors Sacha, Alexander Melnikov, donc, on s'est rencontrés plus tard dans un festival en Angleterre. Et Isabelle était présente aussi. Donc, quand on s'est rencontrés, c'était la première fois que Isabelle rencontrait Sacha et c'est la première fois que je rencontrais Sacha. Et puis, de là a commencé une collaboration. Alors, évidemment, Isabelle et Sacha sont encore plus musicalement proches que Sacha et moi parce que évidemment, ils travaillent énormément en sonate, en duo. Alors qu'en ce qui concerne Sacha et moi, on a d'abord surtout collaboré en trio par le biais d'Isabelle. Et puis ensuite sont venus des projets en duo avec les sonates de Beethoven qu'on a enregistrées et puis les sonates de Rachmaninoff et Chopin qu'on a enregistrées par la suite. Voilà, mais je dirais que la majorité de notre collaboration entre Sacha et moi, c'est à travers ce trio avec Isabelle. Et pour terminer, j'ai envie de dire, ce sont deux êtres que j'admire profondément, qui sont très différents, qui ont tous les deux beaucoup de caractère, qui sont, voilà, ils sont comme personne d'autre que je connais. Et donc, et je sais, pardon. Je suggère par exemple. Oui, Donnez-moi par un exemple, exemple de cette c'est-à-dire que oh. donc Isabelle, j'ai déjà parlé de ses caractéristiques et de notre communion, j'ai envie de dire. Alors pour parler de Sacha,
c'est quelqu'un euh, qui ne jouera jamais trois notes comme ça, juste pour qu'elles soient, bon, qu'elles soient jolies. Il y a toujours euh, un projet derrière et une remise en cause de ce qui pourrait être la routine. Voilà. Donc, je trouve ça toujours, ça me garde toujours en éveil musicalement quand je joue avec ces deux personnes vraiment que j'aime beaucoup. Maintenant, si on parlait du programme, qu'est-ce que vous allez nous offrir? Et donc, quel ordre? Alors, euh, j'espère que vous avez la dernière version du programme parce qu'on a dû modifier légèrement le programme. Et en fait, je vais même le raconter. Et raconter pourquoi. On devait ouvrir avec une œuvre qu'on a enregistrée en trio, qui est la deuxième symphonie de Beethoven, transcrite pour trio avec piano, pas par Beethoven, mais par un contemporain de Beethoven, et les grands spécialistes, musicologues, etc., disent qu'il y a de très fortes chances que Beethoven ait adoubé cette transcription. Et donc, on a enregistré ça chez Harmonia Mundi, tout le monde peut le trouver, chez tous les bons disquaires, s'il y en a encore. Et donc, on aime beaucoup cette transcription. On l'avait mis en début de programme. Et voilà ce qui s'est passé. On a enregistré ce disque sur instruments d'époque, sur cordes en boyau et avec un piano de l'époque de Beethoven. Et on trouvait ça formidable. Et là, cette tournée qu'on va faire au Québec, au Canada et aux États-Unis va être sur instruments modernes, sur Steinway, avec des instruments montés en cordes modernes. Eh bien, on a commencé à répéter on a fait des répétitions au mois de décembre parce qu'on devait répéter en amont parce que là maintenant on va avoir peu de temps pour répéter juste avant les premiers concerts. Eh bien, on a commencé à jouer ça et on s'est tous regardés, tous les trois. Et on s'est dit, cette transcription, cette œuvre, parce que c'est très particulier, c'est une symphonie qui transcrit pour le trio, elle fonctionnait formidablement sur instrument d'époque et on a trouvé qu'elle tombait complètement à plat quand on la jouait sur instrument moderne. Et du coup, on a contacté tous les organisateurs, on s'est ouvert à eux de ce problème. On leur a dit, écoutez, on pense que ça ne fonctionnera pas bien sur ces instruments-là. Et donc, maintenant, on en vient à ce que les gens vont en fait entendre dans cette tournée. On va ouvrir avec le deuxième trio de Schumann en fa majeur. Alors, Schumann, on a tous les trois un amour pour Schumann absolument démesuré. On a fait beaucoup de projets ensemble autour de Schumann. On a évidemment, maintenant ça doit faire quelque chose comme 8 ans, ou peut-être même 10. On a eu ce grand projet autour des trois concertos, celui pour piano, celui pour violon, celui pour violoncelle, et des trois trios. Et puis récemment, j'en profite pour l'annoncer, nous avons sorti un enregistrement du quatuor avec piano et du quintet avec piano de Schumann, avec donc en plus de notre trio, Antoine Kamestit à l'alto et Anna-Katharina Schreiber au deuxième violon pour le quintet. Et donc, cet amour, cette prédilection qu'on a pour ce compositeur, pour son univers, bon, il faudrait des heures pour parler de Schumann, mais voilà, c'est l'incarnation du romantisme dans ce qu'il a de plus poétique, magique. Il nous emmène il a un cœur d'enfant avec une imagination absolument extraordinaire. Et donc, ce deuxième trio, celui en fa majeur, alors fa majeur chez Schumann, c'est la tonalité de l'amour, c'est la tonalité. Donc, il y a un grand enthousiasme dans cette musique, il y a une grande vitalité, un mouvement lent qui est incroyablement émouvant. Voilà, je crois que c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, mais c'est en tout cas une œuvre que l'on chérit beaucoup. Et donc, on est très heureux d'ouvrir le concert avec ça. On continue avec une œuvre d'Elliott Carter. Elliott Carter est compositeur américain, évidemment, new-yorkais, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Je dois avouer que j'ai oublié l'année exacte, mais c'est quelque chose comme il nous a quittés il y a 6 ans peut-être, ou quelque chose comme ça, 6-7 ans, à l'âge de 103 ans, je crois, ou 104 ans. Et ces épigrammes qu'on va jouer pour trio avec piano sont tout simplement la dernière œuvre qu'il ait composée. Et c'est absolument sublime.
Souvent, les œuvres de Carter, elles ont toujours été très puissantes, avec une force, disons, simplement de l'esprit, enfin, une force conceptuelle extrêmement puissante, mais parfois un peu difficile à aborder pour l'auditeur. C'est parfois un univers un petit peu hermétique, disons, ou j'ai envie de dire un petit peu, on a l'impression d'avaler quelque chose d'un peu sec, on aimerait bien, voilà. Là, ces épigrammes, ils sont vraiment par leur forme, ce sont des miniatures, par leur côté, par leur transparence, ils sont, je trouve, et de tous les retours qu'on a des auditeurs, vraiment très très abordables et, à la première écoute. Donc, et tout en étant vraiment de la très grande musique. C'est vraiment merveilleux. Et de se dire que c'est quelqu'un qui avait plus de 100 ans qui a composé ça, voilà. Donc, on aimerait tous être comme ça, et ça nous laisse beaucoup de temps devant nous. Et la troisième pièce? La troisième pièce, en deuxième partie, nous allons jouer, et je l'avoue, je le dis ouvertement parce que c'est toujours un moment de grande excitation quand on joue quelque chose pour la première fois. Donc, ça va être notre première série de concerts avec le grand trio en si majeur de Brahms, opus 8, une œuvre de jeunesse, mais retravaillée et largement remaniée plus tard dans sa vie, qui est vraiment un des chefs-d'œuvre de la musique de chambre, certainement un des chefs-d'œuvre pour trio avec piano. Il y a j'ai envie de dire, le côté très rayonnant de la tonalité de si majeur, qui est relativement rare et qui donne quelque chose de très solaire, comme ça. C'est une œuvre aux grandes dimensions symphoniques. Je crois qu'elle doit durer quelque chose comme 40 minutes. C'est vraiment une œuvre d'une grande puissance. Pendant la répétition, on était émerveillés un mouvement après l'autre par la formidable force de cette musique. Mais je dois dire encore une fois, là où je suis incroyablement reconnaissant, c'est de jouer cette musique avec deux musiciens euh, avec qui je partage cette envie de donner à Brahms son côté justement solaire par la transparence, par la luminosité plus que par la force. Voilà, ce qui est parfois, je trouve, c'est un compositeur qui souffre un petit peu parce que on peut avoir envie, disons, dans cette musique de tout de suite déployer une grosse voix à tout moment. Et je crois qu'il y a vraiment une autre manière de jouer cette musique. Finalement, chez Carter, est-ce qu'on sent l'américanité chez lui? Euh, Bonne question. Alors, je dirais, on sent New York chez lui. Alors, pas évidemment, pas dans le sens par exemple, de la musique d'autres compositeurs qui vont vraiment nous faire entendre les bruits de klaxons et de la ville, etc. Ou bien Charles Ives. C'est pas dans ce sens-là, mais plutôt dans le sens d'une. Enfin, je sais pas, il y a une des choses que m'évoque le nom de New York et l'univers de New York, c'est aussi une grande vitalité et une force, disons, la force intellectuelle, les grandes universités, et comment dire, le 20e siècle qui se déploie et voilà, donc il y a cet aspect-là, je trouve, chez lui. Jean-Guilhem, rappelle-nous ton lien avec le Québec et pourquoi tu es si heureux d'y revenir. Ah oui, le Québec, évidemment, c'est que j'ai la chance d'y être né d'abord. Et donc, j'ai beaucoup de famille. C'est vrai que je l'ai quitté tôt, quand j'avais 5 ans. Ma famille est partie vers d'autres horizons. Mais j'ai des cousins,
des membres de ma famille, y compris ma demi-sœur, voilà, que j'adore. Et je dis demi-sœur, mais c'est simplement pour donner une explication technique, mais évidemment qu'elle est à 100% ma sœur. Euh, c'est voilà. Mais pour dire que quand je reviens, donc il y a vraiment, pour ces raisons-là, pour ces raisons affectives, pour ces raisons familiales, mais aussi parce que quand, dans les premières 5 années de notre vie, je crois, on développe, on a toutes nos antennes dehors et donc il y a plein d'éléments cognitifs et sensoriels qui emmagasinent énormément. Donc à chaque fois que je reviens, il y a vraiment un sentiment d'appartenance très très fort. Ça, c'est les sentiments vraiment, donc, j'ai envie de dire, de mon autobiographie. Mhm. Mais par ailleurs, il y a tout simplement cet esprit québécois, alors là, moi, que je trouve merveilleux, c'est-à-dire le côté extrêmement généreux, le côté, on n'a pas peur d'ouvrir son cœur, on n'a pas peur de dire aux gens qu'on ouvre son cœur, on n'a pas peur de parler d'amour, et ça, c'est des choses, c'est des qualités. Vous imaginez, surtout dans le monde d'aujourd'hui, qu'il y en a tellement besoin. Donc voilà, c'est des qualités que je trouve très précieuses. Et c'est des qualités qu'on retrouve chez toi quand tu es sur Mhm. scène. Vraiment. Merci. Jean-Vienne, lundi, salle Bourget, 19h30, en trio. On a très hâte de t'entendre. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci à vous deux pour cette rencontre. Et puis, c'est fou, je me dis que j'ai tellement de chance que dans 5 jours, de me dire dans 5 jours, je serai avec vous sur cette scène de la merveilleuse salle Bourgie à Montréal, voilà. Et d'ailleurs, la veille à Québec, parce que je suis sûr que vous avez des gens qui vous suivent dans la ville de Québec. Donc, dimanche à Québec. Et voilà, à très bientôt. Merci à vous. Merci.